Bonjour à tous et à tous. Je laisse nos intervenants se connecter. Je pense que tout le monde est là. Écoutez, bienvenue au 6e webinaire de la FFF. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions chaleureusement. Aujourd'hui, on va parler chiffres. Alors, c'est peut-être un peu moins drôle, mais c'est tout aussi important, chiffres et business plan, parce que si la fin du confinement a priori été fixée au 11 mai, la sortie, on l'a tous compris, va se faire très progressivement. Et pour certains commerces et certaines activités, nous n'avons même pas de date de fixée de manière certaine. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps de préparer la sortie et la relance. Alors, comment rebondir après la crise? C'est la question que tout le monde se pose, mais surtout avec quels moyens on va le faire, avec quelle trésorerie, de quelle trésorerie je dispose, quel chiffre d'affaires je peux envisager de faire, comment aller chercher les aides financières pour financer cette reprise. Ce sont tous ces sujets-là et d'autres encore qui vont être abordés par nos deux intervenants que je présente et qui sont à l'écran. Olga Romulus, bonjour Olga, et Eric Luc, bonjour, qui sont tous deux experts comptables chez Fiducial dans le département des relations extérieures et qui sont en même temps membres du collège des experts de la FFF, que je remercie déjà d'avance pour leur intervention. Avant de leur céder la parole, je vous rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, que vos micros et vos caméras sont coupés, mais que bien entendu, vous pouvez poser vos questions tout au long de cette intervention en cliquant sur l'icône « Converser » que vous devez voir en bas de votre écran. Et nos intervenants se feront fort d'essayer d'y répondre au fur et à mesure de l'intervention, autant que possible. Donc, je leur cède la parole et je vous dis à tout à l'heure. Merci Rosemarie. On va te laisser la charge du pilotage du PowerPoint. Je vais également arrêter ma vidéo. On ne t'entend pas. Est-ce que ton micro fonctionne? Alors oui, normalement. C'est bon, les gars. C'est bon. Tu as désactivé. C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Olga, réactive ton micro, c'était bon. Hop, là, c'est bon, là. Alors, ça fonctionnait bien tout à l'heure, mais là, manifestement… Et maintenant, c'est bon ou pas? C'est bon. C'est bon ou pas? Oui, c'est bon, Olga. C'est bon, mon micro est activé. Bon, bah, super. Donc, vous voyez les conditions techniques étant compliquées. Je vais également arrêter ma vidéo. Voilà, là, j'ai arrêté ma vidéo qui doit me donner plus de bande passante normalement pour pouvoir faire la présentation. Donc, Rosemarie, je te laisse le soin de dérouler la présentation. Donc, on va, avec Eric, vous faire une présentation en fait en 5 points clés avec une petite conclusion qui sont les étapes essentielles pour la constitution de votre business plan. Tout d'abord, on va vous faire un rappel du contexte de la crise. C'est connu pour tout le monde, mais on va voir que tout le monde n'est pas au même pied d'égalité sur le sujet et donc ne sera pas avec les mêmes conditions préalables, on va dire, pour envisager la reprise et la mise en œuvre du business plan. En ce qui concerne après les différents volets qu'on va développer, on va faire un premier volet donc sur le redémarrage de l'activité, donc avec vraiment un focus sur tout ce qui va être les nouveaux enjeux, notamment en termes de conquête de chiffre d'affaires et de rattrapage de celui-ci quand cela est possible. On va également faire un volet qui va être un peu long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la maîtrise des différents décaissements. Et puis, on ira vers les sujets liés au financement et à la recherche du coup de soutien financier avant d'en terminer avec les outils de pilotage. Donc, on va c'est bon, Rosemarie a dû reprendre le suivi parce qu'elle avait des petits problèmes de son avec moi. On va donc démarrer sur la partie du contexte de la crise. Est-ce que vous pouvez me passer le slide suivant ?
Donc, le contexte de la crise, comme je l'évoquais, on a tous démarré en même temps sur ce problème. C'est-à-dire le 15 mars, le ciel nous est tombé sur la tête. Mais par contre, en ce qui concerne la fin de cette crise sanitaire, malheureusement, les dates ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Les plus chanceux, ça sera le 11 mai et encore. Et pour les autres, on n'a même pas de ligne d'horizon. Donc, au sein de ce contexte, les réseaux de franchise, selon leur activité, en fait, sont aujourd'hui dans une situation qui va être différente et une situation qui va donc être différente maintenant et qui va être différente aussi pour envisager la sortie. Premier cas, on va avoir des activités qui ont été interdites pendant cette crise sanitaire. Donc, interdites, par exemple, les salons de coiffure ou les fleuristes, ça veut dire qu'il y aura eu 0 activité, avec parfois des exceptions. Je pense notamment à nos amis restaurateurs qui ont pu maintenir des activités, notamment en vente à emporter, en livraison à domicile, que ce soit des activités préexistantes avant la crise ou qu'ils ont mis en place à l'occasion de cette crise. Deuxième catégorie, on a eu des activités qui étaient autorisées, donc par exemple les opticiens, le bâtiment, mais ils ont parfois décidé d'arrêter leur activité parce que les conditions de toute façon économiques dans lesquelles ils exerçaient étaient trop compliquées. Donc dans ces cas-là, ils ont arrêté simplement alors qu'ils pouvaient travailler. Et puis, on a des activités qui ont été maintenues, qui devaient être maintenues pour des raisons notamment d'alimentation de la population. Donc, tout ce qui est supermarché, boulangerie, commerce alimentaire, qui, eux, ont continué avec des nouvelles conditions, mais ont continué leur activité malgré tout. Donc, ce contexte de crise qui déjà est différent pour tout le monde va faire que le redémarrage va être également un peu différent. Par contre, il y a quand même des points communs. Premier point commun, c'est un peu comme si on redémarrait une activité, hein, c'est-à-dire on part vraiment sur quelque chose pratiquement de neuf, sauf qu'on a tous des passifs. On a des passifs parce qu'il y avait des dettes qui étaient avant cette crise sanitaire, des emprunts qui sont toujours là, qui ont peut-être été reportés mais qui sont toujours là. Et puis on a peut-être créé des nouveaux liés justement au financement, notamment de ce besoin de fonds de roulement sur cette période. On a également eu des reports de paiement de charges, mais beaucoup de choses, on le verra dans le détail, ne sont que des reports. Donc, ce qu'il va falloir du coup intégrer dans le plan de reprise, dans le business plan du franchisé. On a également comme objectif de retrouver de la rentabilité. Donc, ça veut dire ce chiffre d'affaires qui a été peu ou prou perdu, est-ce qu'on peut le rattraper ou pas? Ou est-ce qu'il va falloir faire le deuil d'une perte sèche de son chiffre d'affaires? Et si on va le rattraper, on aura certainement des nouvelles conditions en termes de production, d'organisation du rendez-vous, d'accès au point de vente à prendre en compte. Il va falloir également, dans cette période qu'on voudrait retrouver vers un retour à la normale le plus rapide possible, avoir quand même le souci toujours de maintenir ses marges et également, et ça c'est nouveau, de dégager le plus rapidement possible du cash, puisqu'on le verra, la trésorerie va vraiment être le nerf de la guerre pour déjà passer cette période et puis pour sortir le plus rapidement possible de cette impasse. Donc c'est aussi l'occasion, malgré le contexte d'organisation. Donc, ce scénario de sortie qu'il va falloir envisager, il va être différent selon le métier, selon la situation de l'entreprise. Ce qu'on vous conseille dans les grandes lignes, c'est déjà de réfléchir en termes d'hypothèse de travail peut-être à plusieurs scénarios possibles. Est-ce que je vais vers un scénario très optimiste? Est-ce que j'envisage le pire? Et au milieu de tout ça, de se faire une ligne de conduite la plus réaliste possible qui servira de fil rouge et de guide pendant cette période. Autre point, les moyens qui vont être envisagés, je vous disais, c'est peut-être le moment de mener une réflexion de fond sur l'organisation de certains circuits, de certains magasins. Et donc, il va falloir donc réfléchir à ça et voir si on va mettre en œuvre dès à présent ces modifications et comment est-ce qu'on va les organiser, peut-être changer aussi notre fusil d'épaule en fonction de la stratégie qui avait été prévue avant, avec des investissements qui étaient en cours, qui doivent peut-être être arrêtés, ou peut-être des nouveaux qui doivent être mis en place. Et donc, le dernier volet, et non pas des moindres, ça va être quel financeur solliciter dans ce nouveau redémarrage. Bien évidemment, on pense aux associés, aux actionnaires qui sont en première ligne sur le sujet.
Les partenaires bancaires qui ont beaucoup fait depuis le début de la crise, qui ont beaucoup communiqué et sur lesquels il y a aussi beaucoup d'offres nouvelles qui sont apparues. Les fournisseurs, on le verra notamment sur les aspects de redémarrage, les fournisseurs courants vont aussi être très importants à intégrer dans cette réflexion. Et enfin, vous le savez, les franchiseurs sont également sollicités ou se sont proposés pour soutenir leur réseau. Et là aussi, la parole et les actions du franchiseur vont vraiment être examinées à la loupe dans la construction de ces business plans. Donc, on va construire ce business plan. Et pour construire son business plan de l'après 10 mai, le 11 mai, il va falloir déterminer ses prévisions de vente. Et pour démarrer, je vais citer la phrase de Pierre Dac, un humoriste français. Sa prévision est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Correspond aujourd'hui. Si on demande à un organisme de faire une étude de marché, il ne sera pas capable de nous le faire. Donc, on va se pencher sur le passé. Quel était mon panier, mon ticket moyen? Quel était mon taux de fréquentation? Quelle était ma concurrence? Et se replacer au mois de février 2020, mais peut-être se replacer dans l'état du démarrage de son activité lorsque j'ai ouvert ma franchise. Donc, quel était le chiffre d'affaires avant ma crise pour pouvoir redémarrer et faire ces hypothèses optimistes, pessimistes et réalistes? Quel sera mon chiffre d'affaires après cette crise? On pense qu'il y aura 2 phases. Une phase de reconquête. Donc, il va falloir reconquérir ses clients, relancer le carnet de commandes, les devis en cours, le carnet de rendez-vous pour ceux qui travaillent sur rendez-vous, comme les garagistes, les salons de coiffure. Et il y aura une phase de stabilisation de son chiffre d'affaires. Et donc, il faudra prévoir toute une batterie de communication sur la réouverture auprès de ses clients, regarder les nouvelles offres que l'on voit apparaître depuis le 15 mars, la livraison, le drive, les ventes en ligne, et puis réfléchir sérieusement sur sa politique tarifaire, la fidélisation de ses clients et les conditions de paiement. Aujourd'hui, la donne a donné et il faudra sécuriser ses ventes. On va avoir un taux de sinistralité des entreprises, de nos fournisseurs, de nos clients qui va être néanmoins important. Donc, il faudra bien surveiller ces encours clients, les relancer très régulièrement et identifier le risque d'impayé. Je vais donner juste ce petit exemple. Quand je fais un chiffre d'affaires de 100, j'ai une marge de 40 et que mon client ne me règle pas, je vais devoir réaliser 250 € de chiffre d'affaires pour rattraper cet impayé. Donc, vous voyez l'énergie qu'il faut pour récupérer un impayé. Donc, attention au recouvrement de ses clients. Et puis, naturellement, avec la réouverture du 11 mai, il faudra repenser l'aménagement de ses postes de travail avec les gestes barrières et les règles de distanciation, limiter le regroupement des salariés et peut-être, comme beaucoup d'entreprises le font aujourd'hui, regarder si le télétravail sera applicable. Alors, on va passer, après cette partie donc orientée sur la reconquête de son chiffre d'affaires, on va passer sur la partie, sur la maîtrise des décaissements, puisque le grand principe, c'est pas ou peu d'entrées, donc pas ou peu de sorties. Donc, on va examiner à la fois ce qui a été peut-être déjà mis en œuvre, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui sont tombées et les réseaux ont été très réactifs là-dessus, et également voir ce qui est encore possible sur le sujet si les mesures n'ont pas été déjà prises. Donc, pour certains, ce sera des piqûres de rappel, ce que je vais dire. Pour d'autres, ce sera peut-être des découvertes ou des réflexions à mener d'ici le 11 mai pour faire le nécessaire d'ici là. Donc, plusieurs volets, je vais dans les décaissements, il y en aura 3, il y aura les charges fixes, les charges variables et puis les aspects de rémunération. Donc, premier volet, les charges fixes, c'est le plus simple, entre guillemets, malheureusement, parce que les charges fixes, comme leur nom l'indique, elles, crise ou pas, elles vont normalement continuer à tomber. Mais il y a eu quelques exceptions rendues possibles. Première exception, c'est tout ce qui concernait les charges d'eau, gaz et électricité.
Ça a été rendu possible, notamment dans le cadre d'une ordonnance du 25 mars, qui prévoyait que l'entreprise était, et si l'entreprise était éligible au fonds de solidarité, c'est-à-dire qu'elle répondait à 3 critères cumulativement qui sont moins de 10 personnes, moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros, en retraitant le cas échéant la rémunération du dirigeant. Donc, je ne sais pas si tout le monde est concerné par ça. Dans ce cas-là, elle pouvait demander un report du paiement des échéances de ses factures d'eau, gaz et électricité sur une durée d'au moins 6 mois après la fin de la crise sanitaire. Ça voulait dire en clair qu'à la fin de la crise sanitaire, au mois de mai, là, si c'est le 11 mai que ça se termine, les factures relatives à mars et avril seront étalées sur les 6 mois qui suivent, donc ça veut dire jusqu'à novembre. Ça, c'était le cas où on était éligible au fonds de solidarité. Ceux qui ne l'étaient pas, eh bien, l'ordonnance a, on va dire, ouvert une brèche, mais à la négociation. C'est-à-dire qu'il fallait vous rapprocher, ou qu'il faut encore vous rapprocher de vos fournisseurs en la matière pour leur demander un report à l'amiable avec les règles que vous souhaitez, enfin, issues de la négociation que vous aurez avec ces fournisseurs. Au niveau des impôts directs, alors aujourd'hui, en l'état de nos connaissances, mais il y a des choses qui sont dans les tuyaux et qui pourraient être plus favorables, mais aujourd'hui, il y a la possibilité de suspendre les contrats de mensualisation. Donc, ça veut dire si vous payez tous les mois votre CFE ou votre taxe foncière, elle ne sera plus prélevée et elle sera prélevée à la date anniversaire. Donc, date anniversaire, ça veut dire entre octobre et novembre pour la plupart. Il y a des choses sur lesquelles on attend également des informations sur peut-être des remises de taxes, mais pour l'instant, enfin moi, à ma connaissance, il n'y a rien d'officiel là-dessus. Olga, avant que tu passes à la diapo suivante, il y a une petite question sur la CFE, la contribution foncière des entreprises, qui est une sorte de taxe d'habitation pour les entreprises. Est-ce que vous supprimez ? Moi, je n'ai pas encore connaissance d'informations officielles sur le sujet. Il y a effectivement des choses dans les tuyaux là-dessus parce que c'est aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'informations, pour faire simple, qui ont parlé de report. Et maintenant qu'on a une date de sortie et que la date de reprise d'activité est un peu plus claire, on commence à parler d'annulation. Mais pour la CFE, alors peut-être que je ne suis pas à jour de certaines informations. Tu es à jour. Je n'ai pas d'informations précises. Voilà, si quelqu'un a quelque chose à partager sur le sujet, je suis prête à le vérifier et à revenir vers vous sur le sujet. Autre volet concernant la maîtrise donc, des charges fixes et les reports de celles-ci, et ça c'est un sujet vraiment brûlant, notamment dans des activités avec des points de vente physiques, c'est le report des loyers. Donc là-dessus, je rappelle parce que beaucoup de choses ont été écrites sur le sujet. Au départ, on pensait que tout le monde était concerné, mais non, c'est pas si simple. Toujours pareil, c'est l'ordonnance du 25 mars qui a mis le sujet clairement sur la table. Il faut donc que l'entreprise soit éligible au fonds de solidarité. Si elle est éligible au fonds de solidarité, c'est le cas entre guillemets le plus simple. Dans ce cas-là, elle peut demander un report de loyer à son bailleur en évoquant la suspension de la clause résolutoire, c'est-à-dire que si elle ne paye pas ses loyers pendant la période de crise sanitaire, elle ne risque pas de voir son bail résilié, ce qui était le risque au départ, puisque dans le droit, si vous ne payez pas votre bail, la clause résolutoire s'applique et vous perdez du coup votre droit au bail. Si l'entreprise n'est pas éligible au fonds de solidarité, ce qui concerne, vous avez vu les critères que j'ai évoqués qui concernent quand même pas mal de monde au final, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que d'aller vers la négociation, mais avec 2 arguments différents. Si vous êtes dans le cas d'une activité qui a été arrêtée par arrêté ministériel, dans ce cas-là, vous pouvez demander une suspension de paiement en fondant votre demande sur la force majeure. Si vous êtes dans une activité qui est maintenue, mais que vous n'avez pas la possibilité vous avez des difficultés à payer votre loyer, dans ces cas-là, vous pouvez demander un délai ou un aménagement de paiement et ça sera laissé donc à la négociation entre le bailleur et vous. Je suis assez synthétique sur le sujet parce qu'il y a eu un webinaire qui a été fait par la FFF sur justement ces aspects-là juridiques de bail qui sont très complexes. Mais voilà, je dirais, les grandes règles à retenir. Est-ce qu'il y a des questions ou il y a des choses? Il y a une question sur le fonds de solidarité concernant les holdings. Est-ce qu'une holding peut obtenir le fonds de solidarité avec l'aide de 2 500 €?
Alors, il me semble que ce critère, si on est dans le cas d'un groupe consolidé, ce critère est examiné au regard du groupe tout entier. Voilà, on additionne l'ensemble. Voilà. Donc, si la holding, enfin, à moins qu'elle détienne des coquilles vides, mais bon, si le groupe dépasse les seuils, c'est plus possible. Et les 1 500 € par entité et par région. Oui, exact, oui. Oui, c'est une précision aussi importante. Alors, on a des questions sur suspension ou annulation des loyers. La Fédération française de la franchise travaille là-dessus. Beaucoup d'enseignes travaillent dessus pour faire un bras de fer avec les grands bailleurs français des centres commerciaux. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'accord. Donc, ce ne sont ceux qui ont obtenu, c'est des suspensions et non pas des annulations. Voilà, on a à peu près répondu aux questions. Très bien, on peut passer du coup. Donc, deuxième volet de la maîtrise de ces décaissements, ce sont les charges variables. Alors là, les charges variables, ce sont des charges qui, elles, sont normalement en lien direct avec le chiffre d'affaires. Donc, s'il n'y a eu pas ou peu de chiffre d'affaires, elles ont dû évoluer de la même manière. Mais ça, c'était pendant la crise. C'est-à-dire que là, à la sortie de crise, il va y avoir un effet de réamorçage de la pompe, un peu comme quand on crée une entreprise, ce fameux BFR, qui va nécessiter du coup de travailler de manière particulière ces charges variables. Tout d'abord, le conseil qu'on vous donne en amont, c'est d'être bien à jour dans l'objectif de cette reprise d'activité, d'être à jour de l'ensemble de ces dettes d'exploitation. Parce que demain, vous allez avoir besoin de vos fournisseurs, je dirais, courants, à vos côtés. Donc voilà, ne pas laisser d'ardoise et repartir déjà sur une situation saine sur l'après-crise. Pourquoi est-ce que vous allez avoir besoin de ces fournisseurs? Vous allez réamorcer la pompe, ça veut dire concrètement remonter le niveau de stock, reprendre des matières premières peut-être ou régénérer du coup de l'approvisionnement en fait pour pouvoir travailler. Et donc, il faut intégrer ce niveau de stock à reconstituer avec la vision peut-être d'étaler aussi le paiement de celui-ci de façon à, si possible, encaisser d'abord, je dirais, le produit de la vente avant de payer les fournisseurs. Mais ça, il faut que vous ayez l'accord et, je dirais, le poids de votre partenaire approvisionneur avec vous. Et puis, il faudra aussi s'assurer en termes qualitatifs, de sécuriser aussi quelques approvisionnements qui peuvent être stratégiques, soit dans votre production, soit dans l'offre que vous faites à vos clients, de façon à ne pas se retrouver en panne ou en rupture de vente parce qu'on aura sous-estimé l'approvisionnement de tel ou tel produit. Sur cette période qui s'annonce intense, il va falloir quand même garder un rôle de surveillance et de contrôle des prix d'achat et des conditions qui sont faites. Et là, je pense que les franchiseurs sont bien placés, notamment quand ils sont eux-mêmes centrales de référencement, pour veiller au grain et s'assurer qu'il n'y aura pas d'abus, qu'il y aura une vraie, on va dire, coopération et une vraie solidarité qui s'installera à ce moment-là pour permettre le redémarrage dans les meilleures conditions possibles. Il faudra peut-être aussi profiter de cette période pour se poser des questions un peu dérangeantes, et envisager peut-être certaines mesures radicales comme une réduction de son offre, comme un recentrage de l'activité. Peut-être, si on a plusieurs magasins, privilégier l'ouverture d'un point de vente par rapport à un autre ou de le faire de manière progressive. Il faut donc essayer d'être astucieux et agile sur les possibilités offertes en matière de redémarrage pour optimiser la charge variable et le paiement de celle-ci. Olga, on a pas mal de questions sur les règlements des factures fournisseurs, les fournisseurs d'exploitation. Est-ce qu'on peut déroger à la loi LME, c'est-à-dire 30 jours fin de mois? Est-ce qu'on peut faire des accords bilatéraux entre mon fournisseur pour régler plus longuement? Alors, à ma connaissance, la loi LME n'a pas changé. Enfin, aujourd'hui, elle n'a pas été aménagée au vu de cette reprise. Maintenant, moi, c'est un simple observatoire de la pratique que je fais, c'est-à-dire que cette loi LME, elle existe.
Sans dire qu'on va déroger à cette loi, il y a aussi des accords parfois de bon sens qui sont passés entre clients et fournisseurs. J'évoque par exemple des fois les stocks d'armement entre guillemets ou de démarrage que l'on a dans des on va dire des supermarchés ou des magasins de détail, voilà, quels qu'ils soient, où le fournisseur va octroyer un délai de paiement exceptionnel sur le stock d'amorçage en permettant par exemple que celui-ci soit payé sur 3 mois, enfin je dis n'importe quoi, hein. C'est-à-dire que c'est une facilité entre guillemets de crédit qui est fait pour permettre sur une action ponctuelle de ne pas tout de suite mettre le point de vente dans la tête sous l'eau. Alors après, il faut que ça soit fait voilà, entre les parties, qu'elles soient d'accord, et que ça soit fait aussi de manière raisonnable, notamment de la part du fournisseur, pour ne pas être taxé de soutien abusif. Mais on va être sur une période où il me paraît voilà, important de discuter ce point-là, puisque, encore une fois, on est quasiment sur du redémarrage d'activité dans certains secteurs. On nous pose des questions, c'est est-ce qu'il faut que je paye mes fournisseurs d'exploitation ou alors que je n'ai pas la trésorerie, ou est-ce que je demande la trésorerie, on va le voir sur le chapitre suivant avec les prêts garantis de l'État pour pouvoir payer mes fournisseurs et peut-être mes factures du mois de février ou jusqu'au 15 mars qu'on n'a pas payé. Moi, je pense que le bon sens économique fait que les fournisseurs sont à régler, sont à régler, notamment pour ce qui était avant la crise. Enfin, je veux dire, sur d'ailleurs peut-être des produits qui ont été vendus. Alors, j'entends bien hein, le problème sur la trésorerie. Je pense que sur l'aspect justement d'aller chercher des financements sur le financement du besoin en fonds de roulement par le prêt garanti par l'État, le PGE, est un bon exemple puisque dans le dossier notamment du PGE, c'est un des engagements moraux que vous devez avoir, c'est de solder vos dettes d'exploitation. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête en priorité. On peut enchaîner. Alors, autre point lié donc justement à ces charges, alors qu'elles soient fixes ou variables, mais c'est l'impact de la TVA. Je tiens à vous dire un mot là-dessus parce que très souvent on raisonne hors TVA puisque en tant qu'entreprise, vous n'êtes que collecteur. Hein, vous la collectez quand vos clients vous payent TTC et quand vous payez des choses TTC, l'État vous rembourse. Mais il va y avoir quand même un impact, notamment sur le business plan de redémarrage, sur cette TVA. Alors, quel est cet impact? Cet impact, c'est qu'au mois de mars, tout s'est arrêté brutalement. Et donc, dès le mois de mars, en fait, l'État a prévu, non pas que vous ne payez pas la TVA, mais de vous en faciliter le calcul en prévoyant un forfait en fait, de déclaration, donc de 80% du montant déclaré au titre de février pour votre déclaration de mars, ou vous pouviez aller jusqu'à 50% si votre activité était arrêtée ou en forte baisse, c'est-à-dire vous aviez une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50%. Donc, cette facilité de déclaration qui a été prévue pour les mois de mars, enfin pour les opérations de mars et avril, donc vous payez en avril et en mai, là elle est reconduite là-dessus. Par contre, à partir de juin, retour à la normale, c'est-à-dire que votre déclaration de TVA sera voilà, en corrélation avec vos ventes et vos achats. Troisième volet, mais pas des moindres, c'est ce qui va concerner les rémunérations. Ces rémunérations, donc je le vois sous deux angles, les rémunérations du personnel, vos salariés, et puis votre rémunération à vous. Rémunération du personnel, alors n'oubliez pas que, enfin, vous devez vous en rendre compte qu'il va y avoir un avant et un après crise sanitaire, et cette crise aura laissé forcément des traces dans votre relation entre employeur et employé. Donc, il y a un vrai sujet sur le management post-crise et sur la motivation de vos équipes. Et en même temps, de pouvoir aussi vous organiser au mieux cette reprise d'activité de façon à ne pas vous retrouver non plus avec des charges de personnel complètement décorrélées en fait, de l'activité que vous aurez à ce moment-là. Donc, plusieurs leviers à actionner de manière simultanée ou pas. Tout d'abord, faire le point sur les congés. Donc, est-ce que des congés ont été pris pendant la période de confinement de manière volontaire ou imposée? Comment est-ce que les congés seront pris post-confinement? Parce qu'on va arriver sur des périodes mai, juin et les vacances où la question peut se poser, alors que vous avez peut-être des contraintes de production, d'ouverture de points de vente, d'amplitude horaire qui ne sont pas forcément compatibles avec le congé. Donc, c'est vraiment deux choses à gérer voilà, de manière en parallèle, en fait, pour à la fois gérer la satisfaction des salariés, mais également gérer la production et la reprise de votre activité. Justement, ce retour à l'activité, je pense que ceux qui sont employeurs ont dû recourir
de manière assez massive au chômage partiel ou au télétravail, et ben, il va y avoir aussi le rétropédalage, qui est de dire comment est-ce qu'on continue à travailler, est-ce que je conserve du télétravail ou pas. Le chômage partiel, est-ce que je le conserve, je conserve un temps, est-ce que je fais du chômage partiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont complètement arrêtés, mais je peux les faire reprendre à mi-temps, puis à 3/4 de temps, et puis à plein temps à un moment donné. Et puis, on a l'épée Damoclès, qui est le retour ou non à l'école des enfants et qui peut mettre aussi certains parents en situation de ne pas pouvoir reprendre le travail, puisqu'ils sont obligés de garder les enfants à la maison. Donc, il y aura au final une réflexion globale à mener aussi sur des recrutements qui pouvaient être en cours ou des contrats dont le terme est connu. Je pense notamment aux CDD et aux alternants, sur lesquels il faudra se positionner aussi sur la continuité de ces contrats ou leur arrêt. On a une question. Si l'activité ne repart pas, pourra-t-on licencier après la fin du chômage partiel? Alors, le chômage partiel, on peut aller jusqu'à 1607 heures aujourd'hui, c'est-à-dire une année de travail normal. Donc, on a le temps avant de prendre une décision pour un licenciement pour motif économique pour l'instant. Donc, utilisez le chômage partiel. Et de la même façon, alors pour les CDD, juste une piqûre de rappel, donc le CDD, il n'y a pas de raison non plus, le Covid-19 n'est pas une raison pour interrompre prématurément le CDD. Par contre, vous avez le droit de ne pas le renouveler. Il y a des questions très techniques sur les congés payés. On vous répondra en direct parce que c'est un petit peu technique. Dernier point sur les rémunérations, c'est votre rémunération en tant que dirigeant d'entreprise. Donc là aussi, je vous rappelle ce qui a déjà été mis en place. Ce qui a été mis en place, c'est si vous êtes donc un travailleur indépendant, vous avez dû voir un report automatique de vos échéances de cotisation sociale du 20 mars et du 20 avril. Elles n'ont pas été prélevées, elles seront lissées du coup sur les échéances à venir, sur les 6 mois jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'est du report. Autre point, il y a des aides qui ont été proposées sur la prise en charge de ces cotisations sociales. 2 types d'aides. Une aide qui était, je dirais, sur examen de dossier, qui était proposée par le CPSTI, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Donc, c'était sur dossier, c'était de l'examen au cas par cas. Et depuis quelques jours, il y a aujourd'hui une autre aide qui est proposée de 1 250 €, qui peut effectivement aussi être intéressante et qui est un peu plus large au niveau de son autorisation. Enfin, vous pouvez toujours ajuster votre échéancier de cotisation sociale. Ça, c'est toujours une possibilité qui est ouverte pour tenir compte d'une éventuelle baisse de revenus dans la partie post-crise. Enfin, et ça on en a beaucoup parlé, de l'aide de 1 500 €. C'est une aide, je vous rappelle, qui est limitée pour les entreprises éligibles au fonds de solidarité, donc toujours les 3 fameux critères qu'on a évoqués. Cette aide, elle est de 1 500 € et elle peut être abondée par les régions. Alors, c'était jusqu'à 3 500 € et même, on a certaines régions maintenant qui montent jusqu'à 5 000 € pour les régions. Donc, ça faisait un total de 6 500 € qui était possible. Et ça, c'est valable pour le mois de mars et avril. Donc, c'est un substitut, on va dire, de rémunération du dirigeant. Quatrième partie, les sources de financement. Donc, on est dans la reconstruction de notre business plan. On a vu les différentes hypothèses de chiffre d'affaires. On a vu ses marges, on a vu ses frais généraux. Et maintenant, comment on finance le redémarrage? Alors, il y a 2 grandes familles. La première famille, c'est les aides d'urgence qui ont été réalisées par la Fédération des banques françaises. En simplifiant, c'est tous les emprunts que vous avez en cours sont reportés de 6 mois. Je prends un exemple. Si vous aviez créé votre entreprise en 2017 avec un emprunt de 7 ans se terminant au 31 décembre 2024, eh bien, votre emprunt va être reporté au 30 juin 2025. Donc, les banques ont joué le jeu. Elles le font automatiquement ou sur simple demande. Il n'y a aucun coût supplémentaire pour vous si ce n'est les intérêts intercalaires sur cette période. Les banques n'ont pas changé les conditions ni de taux ni de garantie pour faire cette opération. Du même acabit, vous avez, si vous avez financé pas en emprunt direct, mais en location financière ou en crédit bail ou leasing, vous avez la possibilité de faire exactement la même chose pour ces biens financés sous cette forme de financement. Et puis, dans les aides d'urgence, il y a
toujours la possibilité d'une procédure accélérée d'instruction de crédit pour des situations extrêmement tendues avec un délai de 5 jours. Beaucoup utilisent la médiation quand il y a vraiment un blocage. Je reviendrai dessus peut-être tout à l'heure. Donc ça, c'était les aides d'urgence qui ont été prononcées dès le 16 mars. Maintenant, regardons les possibilités qui nous sont offertes pour pouvoir financer deux choses. Financer cette perte d'exploitation de cette sous-activité entre le 15 mars et la date de réouverture, et ensuite le réamorçage. La principale, c'est PGE. Donc, c'était le thème déjà d'un webinaire organisé par la Fédération et co-animé par la Banque Populaire et la Banque Postale. Je ne vais pas revenir trop dessus. Simplement, je vais apporter quelques précisions. Juste, j'ai été regarder dans les chiffres hier soir. Il y a un peu plus de 100 000 entreprises, 107 000 qui en ont bénéficié sur un total de 3 millions. Donc, ça fait simplement 3% des entreprises qui ont aujourd'hui obtenu un prêt de garantie de l'État. Donc, on a un petit peu de marge pour un total de financement de 14 milliards, alors que l'État, via son bras armé qui est la BPI, a donné une garantie jusqu'à 300 milliards. Donc, ce prêt garanti par l'État, c'est un montant maximum de 25% de son chiffre d'affaires. Il y a des particularités pour les entreprises innovantes ou pour les entreprises qui ont démarré. On fait un calcul savant sur la masse salariale. Les caractéristiques de ce PGE, c'est une période avec un différé d'amortissement d'1 an, puis la possibilité de rembourser entre un jour, si la crise se termine, si vous décidez que vous avez obtenu votre prêt, on est le 17 avril, qu'au 17 avril 2021, vous pouvez rembourser et vous aurez la possibilité de rembourser, mais vous pourrez rembourser jusqu'en 2026 cet emprunt. Il bénéficie de la garantie à hauteur de 90% à partir du 3e mois de la BPI France. Le taux initial, c'est 0,25, c'est le taux de commission de la BPI, plus 0, c'est ce que proposent les banques. Certaines proposent un peu plus. Qu'est-ce que demandent les banques pour pouvoir obtenir ce prêt? Je suis sur la page suivante, Rosemary. Elles vont se poser la question, c'est quelle est votre cotation? Et je vais parler de la cotation Banque de France. Je dis 2 mots sur la cotation Banque de France parce qu'on n'en parle pas souvent, mais toute entreprise est cotée par la Banque de France. Elle est cotée par un chiffre et une lettre. La lettre, c'est qui va de A à X, c'est pour le niveau de votre chiffre d'affaires. Et puis, une cote de crédit qui va de 3 à 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'informations sur l'entreprise. Et donc, les banques vont regarder les entreprises qui ont une cote de 5+, ça veut dire, en gros, situation correcte, même en dessous assez faible. Si vous avez une cotation inférieure, c'est-à-dire 6 et plus, ça va être un petit peu plus difficile, même si des ordonnances ont dit que des entreprises en difficulté pourraient obtenir un prêt garanti par l'État. Donc, voilà ce que les entreprises, les banques vont demander, vont regarder votre cotation, la qualité de l'entreprise avec ses résultats antérieurs, le métier où appartient cette entreprise et l'interlocuteur de la banque, parce que ça va être une décision par le responsable du compte de l'entreprise. Donc, vous devez évaluer au plus juste vos besoins. Ce n'est pas la peine de demander 25% si aujourd'hui, votre besoin n'est que de 10%. On pourra fractionner cette demande dans le temps jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, on a le temps. Si vous êtes un groupe, il faut faire une demande groupée. Il ne faut pas demander pour chacun, soit de vos multiples franchisés, chacun de vos magasins ou entreprises. Vous faites une demande groupée. Et puis, la qualité de votre dossier, donc le business plan qu'on est en train de vous expliquer, certaines banques pourront vous demander si vos comptes annuels 2019 sont déjà arrêtés. Voilà ce que je pouvais dire sur le prêt garanti par l'État. Attention,
il peut y avoir l'assurance emprunteur en plus pour ce prêt. Ça veut dire que la BPI va donner sa garantie sur l'entreprise, mais pas sur le dirigeant. Donc, certaines banques vont vous demander une assurance emprunteur pour souscrire ce PGE. Eric, on a plusieurs questions à ce stade, si ça ne te dérange pas d'y répondre. Alors, première question, une question assez pratico-pratique, mais beaucoup se posent la question de comment je fais pour connaître ma cotation Banque de France. Le demander, tout simplement le demander à son conseiller financier qui la connaît puisqu'elle est inscrite dans votre dossier. Autre réaction là qu'on a sur ces prêts. Alors, la première chose, c'était plutôt sur la partie sur les emprunts classiques. Le fait de reporter aujourd'hui, d'avoir reporté en fait mes échéances, est-ce que du coup, ça peut me pénaliser si au cours de je redemande à nouveau un report? Par la suite, alors, ça va être une négociation parce que normalement, les prêts aujourd'hui sont plutôt, enfin, les banquiers sont plutôt imaginatifs avec des possibilités de report, de remboursement par anticipation. Il faut relire vos conditions générales et spécifiques pour regarder ce qui était prévu et éventuellement le négocier aujourd'hui pour pouvoir faire éventuellement un deuxième report dans le futur. Ensuite, sur le PGE, beaucoup de questions également sur, a priori, les conditions, on va dire, de taux qui sont pratiqués. On a beaucoup de réactions. Visiblement, les taux proposés par les banquiers sont un petit peu différents de la communication qui est faite. Est-ce que tu peux rappeler aujourd'hui quelle est la philosophie, en fait Alors, la philosophie des banques, si elles ont cet argent, donc elles prêtent sur l'argent qu'elles ont, et si elles ne prêtent pas cet argent, elles ont une pénalité, puisque vous savez qu'on a instauré les intérêts négatifs. Donc, elles ont intérêt à vous prêter cet argent, mais certaines ne veulent pas prendre entièrement le risque parce qu'il y a le risque de 10%. La BPI va jusqu'à 90%, mais quid du 10%. Il y a le risque des 2 premiers mois, puisque la BPI intervient à partir du 3e mois. Et donc, certaines banques demandent une rémunération pour cette prise de risque. Alors, et dernière, oui. pardon. Non, mais le taux pourra être révisable en fonction de la durée de l'emprunt, parce qu'aujourd'hui, c'est ouvert. Vous avez entre 1 an et 6 ans pour rembourser. Si dans 1 an, les taux sont plus élevés, peut-être que les conditions pour rembourser sur 2, 3, 4, 5, 6 seront différentes de celles d'aujourd'hui. Donc justement, ça fait un lien justement sur la durée du prêt. Beaucoup de questions sur qu'est-ce qui se passe à l'issue du différé d'amortissement. Est-ce que je peux rembourser tout de suite? Je rembourse sur combien de temps? De 1 jour à 5 ans. Voilà, c'est de 1 jour à 5 ans. J'ai fait la tournée des banques hier. C'est de 1 jour à 5 ans. C'est où serons-nous en avril 2021 si l'économie est repartie entièrement et que vous avez de la trésorerie par X possibilités, donc vous pourrez rembourser immédiatement et revenir à vos emprunts classiques. Et puis, une remarque qui est faite, et effectivement, c'est juste pour repréciser ton propos, on fait remarquer qu'on peut faire une demande, même si on a des filiales, on peut faire une demande individuelle et pas uniquement sur la holding. Bien sûr, oui. Mais c'est souvent plus intéressant en fait de capitaliser, de prendre le chiffre d'affaires global, c'est parfois plus intéressant. Et après, du coup, vous pouvez gérer comme vous voulez l'attribut, on va dire, de la trésorerie dans les filiales. Oui. Donc, voilà ce que je pouvais dire, mais je renvoie sur le webinaire de la semaine dernière ou d'il y a 15 jours, excusez-moi, fait par les banquiers qui précisaient ce PGE. Dernière partie, c'est le rôle de la BPI. Donc, la BPI a on va dire, 3 rôles. Le premier, c'est si vous aviez en direct souscrit des emprunts antérieurs au 16 mars, vous avez les 6 mois d'office qui sont reportés. Et puis, en plus de la garantie de 90%, elle propose 2 sortes de prêts. Le prêt Atout, c'est un prêt de 50 000 à 5 millions d'euros, donc on est plutôt sur des grosses TPE et des PME, avec une durée de 3 à 5 ans et un différé d'amortissement de 12 mois. Le taux fixe, il peut être fixe ou variable. Il n'y aura ni frais de dossier ni de garantie. Le deuxième, qui peut être fait tout seul avec les BPI ou conjointement avec les régions, c'est le prêt rebond.
Il va de 10 000 à 300 000 euros avec une durée d'amortissement de 7 ans, dont 2 ans de différé. Le taux peut être fixe selon les régions et les dossiers. Il peut y avoir des conditions spécifiques selon les régions. Et on a rajouté hier soir, c'est l'Ordre des experts comptables, avec Olga en fait partie, l'Ordre des experts comptables a négocié avec la BPI un prêt-rebond full digital qui concerne les entreprises qui ont moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Et ce prêt peut être de 10 000 à 50 000 euros avec 0% d'intérêt. Donc voilà, c'est sorti hier soir et communication de la BPI et de l'Ordre des experts comptables. Alors maintenant qu'on vous a donné, je dirais, le maximum d'éléments pour voilà, avancer sur le business plan et puis le concevoir, je dirais, avec le maximum d'informations, les informations les plus justes par rapport au terrain, on va arriver justement sur cet aspect, quels outils on va mettre en place pour piloter cette sortie de crise. Alors, tout d'abord, au niveau des prévisionnels ou de manière générale de budget de trésorerie, ce qu'on vous conseille de faire, c'est déjà d'en bâtir deux. Un premier prévisionnel de trésorerie que l'on va appeler court terme, c'est-à-dire qui sera à une visibilité inférieure de 12 mois. L'idée, c'est quoi? C'est que ce prévisionnel de trésorerie, il focalise sur ce qu'on va appeler la phase de reconquête en fait, de votre marché, de reconquête de chiffre d'affaires. Pourquoi 12 mois? Parce que ça va correspondre, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont l'utiliser, à ce différé qui va être proposé par le prêt garanti par l'État. Donc, du coup, ça permet pendant cette période de différé de remboursement d'avoir une visibilité, comment est-ce que je vais me reconstituer de l'oxygène en termes de cash, de trésorerie, sans avoir encore le poids du remboursement de cet emprunt qui m'aura permis de passer la crise. Et par contre, cet outil doit être un outil de pilotage fin, c'est-à-dire avec une réactualisation la plus fréquente possible, à minimum au mois. À côté ou en plus de ce prévisionnel de trésorerie zoomé sur le court terme, un prévisionnel de trésorerie qui doit aller, donc, je dirais à moyen terme, donc 12 à 36 mois, qui lui doit intégrer en fait des hypothèses de stabilisation, c'est-à-dire le retour, on l'espère, à une vitesse de croisière, alors comme on l'avait connu avant ou peut-être encore mieux, qui sait, et surtout d'intégrer dans ce prévisionnel l'appurement des dettes qui seront nées de la crise. Donc, elles s'appellent PGE, parce qu'on sera sorti de la période de différé, qu'elles soient liées à des différés de paiement qu'on a eus sur certaines charges d'exploitation. Voilà. C'est là où on va vraiment avoir les conséquences du dénouement en fait, des engagements qui ont été pris aujourd'hui pour pouvoir passer l'orage. Et là, il y aura besoin également d'avoir une réactualisation, mais moins précise, on va dire, que dans le premier cas. Donc, une réactualisation au trimestre me paraît suffisante. En dehors de ces outils donc de prévisionnels qui sont vraiment donc la perspective et la longueur de vue, on n'oublie pas les bons réflexes que vous aviez peut-être déjà dans vos réseaux, qui sont la tenue de tableaux de bord. Ces tableaux de bord, ils doivent être vus au vu du nouvel éclairage économique que l'on connaît, donc avec un recalcul ou une réappropriation de ce qui est le seuil de rentabilité. Alors, le seuil de rentabilité, pour mémoire, c'est le niveau de chiffre d'affaires qui permet à un point de vente ou à un réseau ou à une entreprise de couvrir ses frais fixes. Donc, c'est le niveau de chiffre d'affaires, on va dire, minimum pour être à flot à la fin de l'année. C'est un seuil de rentabilité qui peut s'exprimer en euros, mais qui peut aussi s'exprimer en unité d'œuvre. Ça peut être un objectif de nombre de clients, de nombre de passages, de nombre d'heures vendues, je ne sais. Et ce seuil de rentabilité que vous connaissiez peut-être, ou que vous ne connaissiez peut-être plus, parce qu'aujourd'hui, vous étiez passé à un niveau où ce n'était plus un sujet, il faut aujourd'hui qu'il redevienne un point de référence dans votre pilotage pour être toujours averti et pouvoir réagir à temps si jamais on se rapprochait trop dangereusement ou qu'on ne l'atteignait pas. Les tableaux de bord aussi tels qu'ils existent aujourd'hui dans les réseaux, ils sont vraiment en principe adaptés et assez réactifs. Il faut qu'ils conservent toutes ces qualités, bien évidemment, qui puissent permettre d'avoir un suivi du quotidien, mais on focalisera maintenant sur des indicateurs toujours plus simples et surtout axés, je dirais, sur le haut et le bas. Le haut étant quel est mon chiffre d'affaires et est-ce que je suis dans ma ligne ou pas, et le bas étant ma trésorerie telle qu'elle est aujourd'hui ou à l'instant T. Donc, on vient de voir le futur, mais n'oublions jamais le rétroviseur. Vous avez peut-être déjà reçu vos comptes annuels
Et je rappelle que les comptes annuels de 2019 sont pas impactés par le Covid-19. On a l'impression qu'on est dans cette crise depuis des années, mais non, 2019, c'est une année normale. Donc, il y aura plein d'éléments à regarder pour pouvoir reconstruire le futur. Et puis, faudra adapter ces documents de gestion parce qu'il ne faudra surtout pas comparer mai 2020 par rapport à mai 2019. Il faudra peut-être comparer mai 2020 par rapport à le premier mois que vous avez de votre démarrage d'entreprise. Parce que il faut répondre à cette maxime, c'est quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Donc, si vous comparez par rapport à l'année passée, vous allez encore pleurer. Donc, il faut vous redonner du baume au cœur. Faudra peut-être revoir le rythme de vos reportings. Bien sûr, il y a les jours de chiffre d'affaires, peut-être la semaine, le mois. Voilà, il faut peut-être repenser le suivi de votre entreprise qui doit être un peu plus pointu. Et puis, l'adaptation de ces objectifs, il faudra réapprendre à marcher après cette fermeture ou quasi-fermeture pendant cette période. On arrive à la conclusion. Donc, le thème, c'était construire ce business plan. On vous a donné des outils. C'est pas nous qui allons le faire. Vous devez faire ce business plan déjà vous-même. Peut-être vous faire aider avec vos conseils habituels, mais c'est le meilleur moyen de repenser votre stratégie, ce nouveau départ, de réécrire sa stratégie en tant que franchiseur et en tant que franchisé. Réfléchir sur son modèle économique parce qu'on a été très vite pendant ces 2 mois. Regarder son financement, sa dette globale. C'est peut-être le moment de se poser les bonnes questions sur son endettement, comment je peux l'étaler, comment je peux la refinancer. Et puis, surveiller son niveau d'endettement parce qu'on a parlé beaucoup de report de charges ou d'échéances ou d'avis d'imposition. À un moment donné, vous aurez qu'un mois de chiffre d'affaires et vous allez peut-être avoir 1,5 mois de frais fixes ou 1,2 mois de frais fixes à payer. Donc, le 11 mai et la suite du 11 mai va durer une période relativement longue que nous, on situe entre 12 et 24 mois. Merci beaucoup à vous deux pour cette intervention. Je ne sais pas si il y a quelques questions peut-être encore auxquelles vous pourriez répondre ou si dans l'essentiel, vous y avez répondu par votre intervention. Alors, je retourne aux questions parce que je vois sur il y a des outils, des outils où la négociation avec la banque. Que demande la banque? La banque va vous demander des prévisions et on vous l'a dit, il faudra construire des prévisions optimistes, pessimistes, réalistes. Quand j'étais directeur financier de grands groupes, je présentais à mes actionnaires un budget pessimiste, à ma direction commerciale un budget très optimiste et puis à mon banquier un budget objectif. Bien, il faut peut-être appliquer ces règles de sagesse. Ok, très bien. Bah, écoutez, vous avez aussi, je remets ma caméra, vous avez aussi dit qu'il y avait des questions un petit peu plus pointues sur les congés auxquels vous répondriez au cas par cas. Donc, oui. On fera suivre les questions et les personnes auront leurs réponses directement. Écoutez, ce webinaire très intéressant, très instructif et très pratique, je vous remercie beaucoup, Olga et Eric. Pour tous ceux qui nous ont écoutés, il y a un petit sondage enquête de qualité, de satisfaction qui va partir. Prenez le temps d'y répondre, ça vous prendra que quelques minutes, ça va vraiment très très vite. C'est 4 ou 5 questions pour savoir si voilà, cette intervention a correspondu à vos attentes. Bien entendu, comme chaque fois, ce PowerPoint sera disponible sur notre site internet ainsi que l'enregistrement du webinaire que vous pourrez revisionner si vous le souhaitez. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis très certainement à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.